Donc voilà, je remercie toute l'équipe des Omixé pour cette invitation. Et donc ce travail que je vais vous présenter a été développé dans l'équipe Bio2M. Nous sommes à Montpellier, à l'IRMB. Et donc sur le site du CHU, d'une unité qui est donc gérée par l'INSERM, l'Université de Montpellier et le CHU de Montpellier. Alors, le contexte de ce sujet, bien sûr, est dans la thématique des analyses omiques, avec bien sûr énormément de séquenceurs nouvelle génération qui sont à notre disposition aujourd'hui. Et nous nous intéressons tout particulièrement donc, aux données issues du séquenceur Illumina, même si nous nous intéressons depuis peu également aux données issues du séquençage nanopore. Alors, il y a également associé à ces séquenceurs nouvelle génération énormément de méthodes de sequencing qui partent de l'ADN, de l'ARN ou de modification de l'ADN, de modification de l'ARN. Et nous nous intéressons tout particulièrement aux méthodes qui vont permettre le séquençage et l'analyse de l'ARN, donc le RNA sequencing dont je parlerai tout à l'heure. Alors bien évidemment, avec l'apparition de ces nouvelles méthodes et de l'ensemble de ces séquenceurs, on voit que le biologiste, le bioinformaticien, a à disposition énormément de données publiques qui ne cessent d'augmenter, je dirais même tous les jours, voire tous les mois. Et donc là, j'ai donné en fait le dernier graphe de SRA pour vous donner une idée en fait de ce qui est disponible actuellement. On y reviendra également. Alors, associé bien évidemment à toute cette explosion de séquenceurs, de méthodes en sec, de données publiques, il y a également le développement de nombreux outils bioinformatiques. Donc, le biologiste a à sa disposition énormément de potentiel et d'outils pour pouvoir répondre à ces questions dans ce domaine-là. Alors, si on s'intéresse tout particulièrement aux données de transcriptome, j'ai mis en avant ici, dans cette diapositive, ce qui est disponible actuellement chez l'homme comme données RNA sec, soit 52 363 exactement échantillons, auxquels s'ajoutent toutes les données générées par des grands consortiums publics tels que TGCA, GTEx, ENCODE ou GEVODIS. Et la question va se poser de comment avoir accès à cet ensemble de données de la manière la plus facile et la plus rapide possible. Alors, ces données, bien sûr, sont générées par la méthodologie RNA sequencing, qui consiste à extraire l'ARN de l'échantillon, n'importe quel échantillon, soit cellule, soit biopsie, peuvent faire l'affaire, soit micro-organismes aussi, bien sûr, et donc à séquencer des millions de fragments à partir d'une préparation d'une librairie à partir de cet échantillon. Donc cette méthode maintenant est considérée comme une méthodologie simple. Elle peut même, en fonction du nombre d'échantillons, être complètement automatisée. Donc il n'y a plus de problème vraiment dans cette partie-là. Par contre, lorsqu'on passe à la phase d'analyse, c'est-à-dire lorsque l'on obtient les séquences, c'est là où la question se complexifie. Et c'est là où, en fait, on va avoir à choisir les outils, à choisir la procédure. Alors, j'ai représenté ici, sur cette diapositive, les grandes stratégies qui sont utilisées actuellement pour l'analyse RNA-seq.
Alors, si on dispose d'un génome de référence ou d'un transcriptome de référence, on peut aligner les informations de séquence sur le génome, se servir bien sûr de la notation du génome pour pouvoir identifier les transcrits donc présents dans l'échantillon de départ. Si on opte pour un transcriptome de référence, c'est la même procédure, c'est-à-dire qu'on aligne les rides sur le transcriptome et on va donc identifier les transcrits. Et on peut aussi, bien sûr, une des analyses les plus courantes, c'est compter ces transcrits et faire une analyse différentielle entre différents échantillons. Alors, les choses se compliquent bien sûr quand on n'a pas de génome ou de transcriptome de référence, donc on va devoir faire un assemblage, mais je ne parlerai pas de cette possibilité puisque ce dont je vais parler, c'est surtout d'échantillons humains sur lesquels nous travaillons. Donc, dans notre cas, on a un génome et un transcriptome de référence. Alors, pour cette analyse RNA-seq complexe, on a besoin de plusieurs outils. En fait, on va avoir besoin d'outils combinés. Et là, j'ai mis ceux que nous utilisons dans notre équipe. Certains qui ont été développés précédemment par des étudiants en thèse qui étaient dans mon équipe ou des étudiants en stage postdoctoral, grâce à des partenariats. Et d'autres outils que nous utilisons, qui sont des outils open source, que nous utilisons également en complément de nos développements. Donc cette partie-là, j'appelle ça l'analyse classique, parce que comme je viens de le mentionner, elle est basée sur un alignement du génome ou un alignement du transcriptome. Et pourquoi donc il va falloir plusieurs outils? Pourquoi utiliser donc plusieurs outils dans le domaine de l'analyse RNA-seq? Parce que le transcriptome, en réalité, est très complexe. On voit sur la partie gauche de la diapositive le concept du dogme central de la biologie moléculaire, qui était un gène, un ARN et une protéine. Mais on sait que la réalité est très différente actuellement. C'est-à-dire qu'à partir d'une unité génomique, on va pouvoir transcrire plusieurs gènes, plusieurs isoformes, auxquels s'ajoutent bien sûr des variants, des polymorphismes, donc ce qui est ici SNV ou Wendel. Il y a également des alternatives au démarrage de la transcription. Il y a également des alternatives à l'arrêt de la transcription. Et il y a également des modifications aussi post-transcriptionnelles, comme par exemple le RNA editing. Alors, ce qui fait que, bien évidemment, pour analyser chacun de ces événements ou de ces catégories d'événements, on va avoir recours à des outils différents qui vont être complémentaires. On a une autre limite dans l'analyse RNA-seq, c'est les références dont on dispose. Les références à la fois dans le génome, bien sûr, dans son annotation, mais aussi dans la connaissance des transcrits. Alors, j'ai mis ici un exemple de la version 25 de GeneCode, de ce qui est utilisé actuellement comme transcrit de référence. Mais bien évidemment, on est limité par ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on ne va pouvoir annoter ou identifier que ce qui a préalablement été connu ou mis dans le transcriptome de référence quand on s'appuie sur un transcriptome ou un génome de référence. Et on sait par ailleurs que la variabilité de la transcription va bien au-delà donc de cette référence. J'ai montré qu'elle était complexe, mais je montre également ici d'autres exemples. C'est un travail qui a consisté ici à analyser le nombre de nouvelles jonctions d'épistage qui vont illustrer le nombre de variants, de nouveaux variants de transcription qui ne sont pas connus à ce jour. Donc là, 56 800 nouveaux épissages, ça fait 18% d'informations supplémentaires qui ne sont pas pris en compte dans les références. J'ajoute aussi le catalogue de nouveaux
long non codant qui ne cesse d'augmenter, donc là qui est répertorié dans la base de données LNCpedia, avec à ce jour 56 900 longs non codants, qui ne sont pas forcément tous intégrés dans les annotations de référence. Donc, suivant bien évidemment l'utilisation de la procédure qu'on choisit, on va passer à côté d'une partie de ces informations. Alors, c'est donc à partir de ce constat que nous avons décidé de nous intéresser à des techniques ou des moyens qui permettraient de voir l'analyse RNA-seq d'une autre façon. Avec plusieurs objectifs. D'abord, de pouvoir faire une analyse approfondie de l'ensemble du transcriptome. Ça veut dire une analyse sans a priori de ce qui est connu, sans a priori de référence. Pouvoir également nous intéresser à des analyses en grande quantité, à large échelle, de données publiques. Et pour cela, il y a un passage un petit peu obligé, qui est d'avoir un outil pour analyser la qualité de ces données publiques, sachant qu'il peut y avoir des échantillons d'un petit peu toutes les qualités, sachant aussi que les informations qu'on a sur les données publiques sont parfois parcellaires. Et donc, il nous a paru intéressant aussi, ou indispensable, je dirais, de pouvoir développer des outils qui permettraient de pouvoir faire une sélection efficace. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons développé des méthodes basées sur des approches par camère. Donc, en fait, je vais présenter des résultats et des méthodes sur ces 3 points dont je viens de parler. Les objectifs biologiques sont bien sûr multiples. J'en ai cité quelques-uns. Tout d'abord, extraire des biomarqueurs. Nous, on travaille beaucoup dans le domaine de la santé, donc la notion de biomarqueur est très importante pour classifier les pathologies, faire de la prédiction de pathologies, faire du pronostic. Tout ça, tout le milieu médical est très demandeur donc, de ce type d'informations. Pouvoir utiliser donc, toutes les ressources RNA-seq disponibles. Et bien évidemment, pouvoir avoir des développements à la fois en recherche, en santé, pour le domaine pharmaceutique. Donc, en fait, les développements attendus sont de plusieurs ordres. Alors, pourquoi s'intéresser à les approches par camère? Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls dans ce domaine-là. Le camère va présenter, cette approche par camère va présenter plusieurs avantages. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher directement dans les données brutes, dans les FASTQ, l'information. Donc, on va pouvoir, l'idée est de compter les camères. Alors, quand je dis directement, ce n'est pas vraiment directement. On peut le faire directement, bien sûr, mais on va souvent passer par des compteurs qui vont aider à classer les camères. J'appelle ça des outils de comptage, mais aussi c'est des structures aussi d'indexation. En fait, il y a plusieurs terminologies suivant la méthode que l'on va utiliser. Et on va de ce fait avoir une approche qui va être rapide et qui va être directe. C'est ça l'idée. L'avantage du camère, c'est qu'il va aussi représenter une signature, une signature d'une unité génomique, c'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir représenter, dans le cas de transcriptome, un transcrit, mais pas uniquement. Il va pouvoir représenter un événement biologique, comme par exemple une jonction d'épissage, comme par exemple une mutation. Et donc, il va pouvoir représenter un large panel d'événements biologiques. Et on peut parfois, et on le verra, s'intéresser uniquement à un type d'événement. Alors, il se passe, cette approche par camère va se passer de référence, peut se passer de référence, je dirais plutôt, a l'avantage d'être rapide et, vous le verrez donc dans le 3e point, a l'avantage aussi de pouvoir facilement interroger des données à grande échelle. Alors, bien évidemment, il y a toujours des limites à toute technologie. Il va falloir
vérifier la spécificité du camère par rapport à l'approche transcrite totale. Il va y avoir aussi le problème du polymorphisme à traiter, puisque finalement, quand on cherche un camère, on recherche une séquence exacte. Donc, si entre le camère et l'échantillon, il y a un polymorphisme, on va passer à côté de l'information. Donc ça, il va falloir s'intéresser à comment le gérer. Et étant donné qu'on va compter des camères, en fait, le signal va être réduit. Donc, on va avoir parfois un problème de signal sur bruit qui va être réduit. Hein. Donc, le signal va s'approcher du bruit. Donc, ça aussi, il va falloir en tenir compte. Alors, la première partie donc, que je vais présenter, c'est une méthode donc, qui nous a permis de faire une analyse du génome du transcriptome complet sans a priori de référence. Alors, avant de passer à la description de cette méthode, je présente ici une estimation de ce que l'on considère comme non pris en compte lorsqu'on travaille avec une référence. Alors, ce schéma compare un ensemble de camères par rapport à un génome de référence et par rapport à un transcriptome de référence, et également la comparaison avec un génome d'un individu qui donc va avoir des séquences qui vont s'éloigner de la référence, et un transcriptome d'un individu également qui va s'éloigner de la référence. Alors, quand on compare un transcriptome, on se rend compte qu'il y a environ 30% des camères qui ne sont pas pris en compte par la référence, soit la référence génome, soit la référence transcriptome. Ce qui nous paraît très important comme pourcentage qui est finalement un petit peu mis à la poubelle, on va dire, quand on fait des analyses classiques. Et ça, bien évidemment, ces données que je présente là sont des données sur le génome humain, qui est un génome qui est très bien annoté. Alors, bien évidemment, quand on s'adresse à des espèces qui sont moins bien annotées, ce pourcentage peut être beaucoup plus important. Alors, pour faire une étude sans a priori, nous avons décidé de développer une méthode, mais qui ne va s'intéresser qu'aux événements différentiels. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre deux situations, deux conditions biologiques, condition A et condition B, et on va décider d'extraire tout ce qui est différentiel en termes d'événements transcriptionnels entre la condition A et la condition B, sur la base de l'analyse en fait des données brutes des FASTQ. Alors, comment procède-t-on dans cette méthode? On procède donc par étapes. Alors, la première étape va être de prendre toutes les données RNA-seq de l'ensemble des librairies de l'étude qu'on veut mener, c'est-à-dire condition A et condition B réunies, de faire une matrice de comptage des camères, donc de ces camères issues de l'ensemble des rides de la collection que l'on veut analyser. Alors, on peut ensuite, on a plusieurs possibilités. Nous, on a opté, sur ce schéma, c'est ce que je vais vous présenter, sur l'option suivante, c'est-à-dire qu'on va filtrer les camères qui sont présentes dans les annotations de référence, et on ne va garder donc que ce qui est hors référence, mais on peut prendre l'ensemble, en fait, hein, on a ce choix qui est possible également. Et on fait ensuite une analyse différentielle de l'ensemble des camères qui a été filtrée. Et on détermine donc les camères qui sont préférentiellement exprimées dans la condition A par rapport à la condition B. Alors, une fois qu'on a cet ensemble de camères, il faut quand même prendre en compte que le camère, alors je ne vais peut-être pas préciser, mais c'est une séquence de courte taille. Ici, c'est 31 nucléotides. Cette information va être comme un petit peu limitée par rapport pour remonter à l'information du transcrit pleine longueur. Donc, nous avons une stratégie qui va consister à reconstruire
les camères qui appartiennent à une même entité, donc de faire des quantiques de camères. Et une fois que ces camères sont réassemblées, on va pouvoir les classer suivant des métriques dans différentes catégories. Donc les catégories sont indiquées ici sur la droite. Soit ce sont des nouvelles jonctions d'épissage, soit ce sont des nouvelles polyadénylations alternatives, soit ce sont des rétentions d'introns, soit ce sont des nouveaux non-codants. Donc, il y a plusieurs catégories. À noter quand même que dans cette catégorie, nous avons aussi les répétitions, qui sont des informations transcrites qui sont souvent non gérées par les pipelines classiques. Et on va pouvoir, à ce moment-là, extraire donc on va dire des marqueurs d'intérêt, des nouveaux transcrits en fait, qui peuvent être des marqueurs d'intérêt. Alors j'ai illustré ce qu'on a obtenu avec une analyse type, à partir de laquelle nous nous sommes intéressés à une expérience de transition épithélia-mésenchymateuse. Ce sont donc des cellules qui passent d'un état épithélial à un état mésenchymateux et qui vont donc avoir la capacité à acquérir des propriétés de métastasie. Donc dans ce modèle-là, on a deux conditions, donc épithélial et mésenchymateux, que l'on va comparer. Et donc on va réduire l'ensemble donc de camères, qui est un très gros ensemble au départ, à un ensemble de camères différentiellement exprimées, donc là qui est autour de 3 millions, qui représente environ 100 000 quantiques différentiels. Alors c'est une prédiction assez importante, donc on va pouvoir appliquer différentes statistiques et le biologiste va pouvoir aussi faire un choix des marqueurs auxquels il va s'intéresser. Alors, si on regarde ici, donc ça c'est une distribution de ces quantiques suivant les catégories dont j'ai parlé, avec des distributions de ces quantiques dans la catégorie intergénique, qui est, comment dire, qui correspond à des nouveaux transcrits dans les régions intergéniques, ou la catégorie antisens, ou la catégorie rétention d'introns, ou nouvelle jonction. Alors, on peut voir ici sur ces images, sur l'application des BAM, l'affichage des BAM, quelques exemples choisis de ces catégories. Donc là, il s'avère que c'est une nouvelle expression allélique différentielle dans la catégorie A et dans la catégorie B. Là, on voit un ARN antisens qui est différentiellement exprimé, qui est un nouvel ARN antisens. Et ici, on a un nouveau long non-codant qui est également différentiellement exprimé. Alors, bien évidemment, on va pouvoir s'intéresser à... Enfin, le biologiste, la personne qui réalise cette étude, peut s'intéresser uniquement à une catégorie de transcrits qui ont été prédits. Et actuellement, cette étude a fait la preuve d'application dans le domaine de la cancérologie, tout particulièrement avec cette catégorie de longs non-codants, qui se sont avérés être des biomarqueurs intéressants dans la prédiction du cancer de la prostate. Alors donc, ça c'était la première approche basée sur les camères qui permet d'explorer donc le transcriptome en dehors de la référence, en dehors du transcriptome de référence. Et la deuxième application dont je vais vous parler, c'est donc l'analyse qualité des données publiques de façon à pouvoir les explorer et les exploiter à large échelle. Alors pour cela, nous avons aussi choisi une approche par camère. Et donc, je l'ai mentionné, hein, on a à notre disposition énormément de données publiques. Donc, il va falloir, comment dire, pouvoir les sélectionner, pouvoir aller les interroger et analyser leur qualité.
Alors, le principe est le suivant. Nous avons choisi de construire ce qu'on appelle la suite Camerator, qui va permettre une analyse rapide, qui va se faire avec deux pipelines, en fait, deux parties de pipelines qui peuvent être utilisées indépendamment l'un de l'autre. Une partie du pipeline, c'est ce qui est représenté ici par Camerator, et l'autre partie du pipeline qui va être représentée par l'application qu'on appelle Camera Explore. Alors, l'idée ici est de pouvoir utiliser le Camera comme signature d'un transcrit, comme une signature spécifique, bien sûr, d'un transcrit, et on va pouvoir choisir des transcrits qu'on a appelés des prédicteurs, c'est-à-dire des transcrits dont on connaît l'expression, on sait quand c'est qu'ils sont exprimés, et leur expression va donner en fait une information soit méthodologique, soit biologique. Alors on va voir donc des exemples de ça. Alors la première partie, donc, ça consiste à utiliser des camères, à construire des camères, on va dire, plutôt, qui sont des camères spécifiques. Alors soit on va pouvoir avoir la possibilité avec Camerator de construire des camères, de désigner des camères qui soient spécifiques de gel, soit des camères qui soient spécifiques d'un ou de plusieurs transcrits, soit de construire des camères qui sont spécifiques de transcrits en dehors des annotations. Donc il y a 3 catégories en fait d'options possibles. Et bien évidemment, une fois que ces camères sont extraits, on sait qu'ils vont être spécifiques d'une signature donnée, d'un gène donné. Alors, une fois que ces camères, alors je crois que c'était le signal pour mon topo, d'accord. Une fois que les camères sont construits, nous pouvons les compter dans des jeux de données facilement, et nous pouvons pour cela utiliser Camera Explore qui va nous donner en fait une visualisation rapide de l'information. Alors je donne un exemple ici, donc si on s'adresse à une question méthodologique, alors ça, par exemple, est-ce que mes données RNA-seq sont polyadénylées ou pas? J'utilise donc des prédicteurs des histones, hein, comme je le montre ici, et lorsque ces prédicteurs sont présents, ça veut dire que mes données sont ribodéplétées. Lorsqu'ils sont absents, ça veut dire que mes données sont polyadénylées. Alors, plusieurs applications aussi pour des questions biologiques, donc je passe rapidement. Et ce qui est important également, c'est que cet outil va pouvoir être utilisé à façon par les chercheurs pour ce qu'on appelle des recherches ciblées, par exemple rechercher des mutations dans des données de cancer, rechercher des transcrits anormaux, qui sont des transcrits de fusion ou des transcrits chimériques, qui sont des événements qui sont utilisés comme des biomarqueurs dans le diagnostic et le pronostic des cancers. Et ça, on le fait très rapidement, donc ça peut se faire en quelques secondes, ou quelques minutes, je dirais. Alors, j'ai quelques diapos juste à montrer pour ma dernière partie. Donc, à partir de ces premières méthodologies, nous sommes allés plus loin, en fait. Notre projet, c'est d'aller plus loin dans les recherches à grande échelle. Alors, pour cela, on travaille avec un consortium, donc des partenaires, dans le cadre d'un projet ANR. Et ce projet, c'est le concept Transipédia, qui va permettre, sur le concept de signature, d'interroger de grandes quantités de données. Pour cela, il a fallu mettre en place des structures d'indexation efficaces. Et donc, c'est l'équipe de Ryan Chiki qui l'a mis en place avec Camille Marché. Donc, nous avons actuellement à notre disposition une structure d'indexation que nous testons, qui s'appelle Reindeer, qui a été publiée. Et nous avons un prototype qui fonctionne, testé sur 1000 échantillons, l'idée étant de pouvoir indexer 10 000 ou 100 000 données RNA-seq.
Alors, notre partie à nous, c'est de gérer l'interface de requête avec une interface web. C'est ce qui est à notre charge dans notre équipe. Et nous avons cette interface qui actuellement fonctionne, où on peut choisir l'index, choisir la requête, donc très facilement. C'est-à-dire que le biologiste n'a besoin que de cocher des cases. Et il va donc choisir son index et déposer sa requête sous forme de camère signature. Et en quelques secondes, on a la réponse d'un comptage de ces camères et une représentation en heatmap pour avoir une vue d'ensemble dans les différents échantillons. Alors, donc, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est de gérer des plus grandes quantités de données RNA-seq, de faire des encyclopédies de signatures à des fins de diagnostic et de pronostic pour les cliniciens, principalement dans les données de cancer, et donc de mettre ces outils, bien sûr, à disposition des cliniciens et des biologistes pour un usage rapide et efficace des informations de données RNA-seq. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, bien évidemment, ce travail est développé dans l'équipe Bio2M à Montpellier, mais avec de nombreux partenaires, sans qui, bien sûr, ces développements n'auraient pas pu être faits. Et également, je tiens à remercier tout particulièrement, puisque ce sont les Omics Day aujourd'hui, l'ensemble des étudiants de Master 1 et de Master 2 BCD qui ont fait des stages dans notre équipe et qui ont contribué largement à ces développements. Donc, merci à eux et je suis prête à répondre à vos questions. Et désolée si j'ai un peu dépassé le timing. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur. On va passer à les questions. Nous avons une question de Vladimir et David. Comment vous choisissez la taille du camère? Est-ce qu'elle dépend de la méthode de séquençage, longueur de rythme, ou elle doit être adaptée à l'organisme sur lequel on travaille? Alors, oui, je pense que c'est plutôt la dernière option, c'est-à-dire qu'elle va dépendre en fait de l'organisme, du génome, enfin de l'espèce sur laquelle on travaille, donc de son génome. Et étant donné que nous ne sommes pas les seuls à travailler sur les méthodes par camère, bien sûr, dans la plupart des travaux, on voit qu'une longueur de camère 31 est assez appropriée pour faire ce type comment dire, de requête. Mais nous devons tester actuellement différentes longueurs, c'est-à-dire que nous avons un projet donc, de faire varier la longueur du camère. Alors en général, hein, on ne peut pas descendre en dessous de 21 parce qu'on perd la spécificité, mais avec des longueurs variables, on peut optimiser en fait le processus. Hein. Donc ça, c'est en cours d'étude également. À ce jour, nous utilisons 31, mais je ne peux pas dire que 31 soit l'optimum absolu pour ce type de méthode. Merci. On va passer on va donner la parole à Anne. Une question. Bonjour. Oui. Merci de votre présentation. Moi, j'avais une question sur le séquençage de RNA-seq. Je voulais savoir, est-ce que la combinaison de plusieurs échantillons peut affecter la détection des gènes faiblement exprimés, c'est-à-dire les ARN de faible abondance? Pardon, peut affecter, excusez-moi, oui. J'ai pas entendu la fin de votre... La détection des gènes faiblement exprimés, c'est-à-dire les ARN de faible abondance. D'accord. Alors oui, bien évidemment, lorsqu'on fait... Il y a une question en fait de profondeur, je dirais, en fait, des données RNA-seq. Et ça, c'est important, bien évidemment, suivant ce qu'on cherche.
Donc, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que les ARN de faible abondance, si on a un nombre de rides qui est insuffisant, on va avoir du mal à les détecter. Alors, si on se rapproche du bruit de fond, c'est d'autant plus difficile. Alors, je pense que c'est une question qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que c'est aussi, si on veut regarder des choses très faiblement exprimées, il va falloir aller chercher des données RNA sec avec une profondeur adéquate. Alors, c'est difficile de mettre des seuils, mais actuellement, on conseille d'avoir minimum 40 millions de séquences dans un jeu de données RNA sec. Et quand on veut chercher des messagers rares, on conseille d'aller minimum vers 100 millions de lectures. D'accord ? Et ça veut dire qu'il faut savoir au départ ce qu'on veut chercher pour pouvoir décider de la profondeur de séquençage. Alors, par exemple, les ARN circulaires, c'est une catégorie d'ARN dont je n'ai pas parlé. Ils sont vraiment très peu abondants. Pour cela, il faut avoir une très très forte couverture. D'accord, merci. Vous avez une deuxième question sur sur la détection des transcrits alternatifs, en fait. Oui. Est-ce que c'est difficile de les détecter par rapport à la détection des gènes exprimés? De les détecter par rapport à ceux qui sont référencés, c'est ça que vous voulez dire, ceux qui sont par rapport aux annotations? Oui, c'est bien. Alors c'est pas forcément une catégorie qui est plus compliquée à détecter. Disons que nous avons, comment dire, une procédure, si je me réfère à la méthode des CUP dont j'ai parlé, une fois que nous avons fait les contigs, on a une façon de classer les catégories d'ARN. Et bien évidemment, à ce niveau-là, quand on les classe, on va se référer aux annotations. Donc, tout ce qui est en dehors, un transcrit alternatif qui n'a pas été annoté, en fait, il va être en dehors d'une annotation. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir le repérer. D'accord, merci. Alors, mais par contre, nous dans la procédure que j'ai montrée, on s'intéresse à ceux qui sont différentiels. On ne va pas aller chercher tous les transcrits alternatifs présents dans l'échantillon. D'accord ? D'accord, merci. Merci. Nous avons une question de Raphaël. Avec cette approche des caméras et les approches par référence plus généralement, comment peut-on gérer les risques ne provenant pas de l'organisme étudié dans les cas de contamination? Alors, comment on peut gérer que le RID ne provient pas de l'organisme étudié? En fait, alors si je comprends bien la question, vous me direz si c'est ça, si je ne réponds pas à côté. En fait, comme je l'indiquais, on va ici utiliser ce qu'on appelle des prédicteurs. Donc, en fait, on va choisir, par exemple, si on veut regarder s'il y a des contaminations par une autre espèce, on va choisir des séquences, bien sûr, de différentes espèces, et on va choisir des séquences qui sont uniques à l'espèce, qui ne sont présentes que dans l'espèce donnée. Donc, on a donc toute une liste de signatures qui vont être spécifiques de l'espèce et uniquement dans celle-là. Et lorsqu'on interroge le jeu de données, on va pouvoir rapidement voir s'il y a des contaminations ou pas. Et d'ailleurs, c'est une application qu'on a voulu ajouter dans notre pipeline et qui s'avère importante parce que depuis, on a analysé plusieurs données de RNA sec de plusieurs cohortes ou de plusieurs partenaires et en fait, on a pu mettre en évidence des contaminations de cette façon-là. Donc, ça fonctionne plutôt bien.
Alors, ce travail aussi, je l'ai pas dit, mais ce pipeline, il est disponible hein, sur GitHub et normalement, il devrait être publié dans les mois qui viennent. Donc, tout ça, ça sera décrit aussi. Si cette approche vous intéresse, vous pouvez lire la publication, j'espère.